Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Je me prénomme Flore, je réside en France. Je continue ce jour avec la lecture de La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. C'est pour pouvoir me rebooster parce que actuellement je vis un événement pénible, le deuil de ma maman. Donc, pour me remonter, je fais la lecture, je fais un cheminement parce que Madame Natacha Calestrémé a prouvé que lors d'un choc émotionnel, nous perdons énormément d'énergie et il faudrait mettre en place des protocoles, ce que nous appelons souvent des rituels ou des coutumes de la tradition, afin de pouvoir retrouver ces pleines potentialités, quoi. Voilà. Donc, à ce niveau, nous sommes rendus au chapitre 5, la symbolique émotionnelle des maladies. On y va, let's go. Lorsque l'émotion à l'origine du problème de santé reste introuvable, vous pouvez obtenir des indications en vous référant à la symbolique des maladies. Plusieurs ouvrages proposent une interprétation des symptômes fréquents. Métamédecine, la guérison à votre portée, de Claudia Renville. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, de Jacques Martel. Découvrir le sens caché des maladies, de Luc Baudin. Ou dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Odoul. Il ne s'agit là que de quelques références, mais tous ces médecins, thérapeutes ou psychologues ont effectué un travail minutieux d'observation et de recherche pour tenter de référencer nos différentes affections en lien avec leur correspondance émotionnelle. Les symboliques qui suivent sont celles dont j'ai pu vérifier la corrélation entre symptômes et émotions auprès de mes proches ou des personnes qui assistent à mes ateliers. Ces correspondances sont au conditionnel car elles sont fondées de manière empirique sur des statistiques et de faits. Elles ne peuvent être présentées comme une vérité absolue. Il est impossible de relier chaque maladie à une seule et unique histoire affective. J'insiste donc sur le fait que ce qui suit ne constitue pas un diagnostic qui enferme. Il s'agit davantage de pistes pour vous accompagner dans votre réflexion. Le vrai sens est celui qui vous parle. Il y a un temps pour ouvrir les yeux sur vos traumatismes. Mais vous pouvez rester aveugle toute la vie. C'est en cela que cette symbolique peut aider. Elle permet parfois de lever un voile sur ce que l'on refuse de voir. Une allergie apparaît lors d'une situation, d'une décision ou d'un état de fait que l'on n'accepte pas. Elle pourrait survenir lors d'une période qui fait écho à une situation passée difficile. Un accident, des chocs, hématomes, une fracture, même minime, doigt de pied, serait la manifestation d'une peur de l'avenir à l'idée d'un changement majeur dans notre vie. Dans les parties supérieures, bras, épaules, clavicules, coudes, cela concernerait le travail. Pour tout ce qui est inférieur,
jambes, pieds, hanches, chevilles. Cela ferait référence au domaine de la vie en général. Famille, avenir, lieu de vie. Cela pourrait également représenter un reproche à soi-même, une culpabilité, ou le fait que l'on n'arrive pas à arrêter une activité, alors qu'on le sait néfaste pour nous. Un travail, une addiction, le refus de se reposer, ou la pratique excessive des jeux vidéo, par exemple. Les acouphènes seraient dus au fait que l'on se met trop de pression dans notre vie professionnelle ou familiale, sans écouter nos besoins. L'angine serait liée à la peur de trop en dire ou lorsque nos mots ont dépassé notre pensée, ou encore parce que l'on craindrait la violence de l'autre en exprimant nos ressentis. L'anorexie caractériserait un besoin vital de se sécuriser en contrôlant ce dont on se nourrit pour surmonter de grosses désillusions concernant l'amour et la vie en général. De fait, ce trouble peut survenir après le décès d'un proche, un divorce, ou quand la figure d'autorité se montre défaillante. L'arthrose, les rhumatismes et les inflammations des articulations seraient liés à une dévalorisation de soi-même, le sentiment de n'être plus rien, de se contraindre à agir uniquement en fonction des autres, de peur de déplaire, plutôt que par plaisir, ou la culpabilité de se fâcher parce que les autres ne devinent pas ce qu'on ne leur a pas dit. Les automutilations correspondraient au sentiment que l'on ne vaut rien comparé à ceux qui nous entourent, ou à la sensation que l'on n'arrivera jamais au niveau que l'on attend de nous. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, se déclencherait après un traumatisme émotionnel lié à la perte ou à la peur de perdre de quelque chose de vital pour nous. L'absence de garde d'un enfant, la faillite d'une entreprise, la fin d'un travail, la retraite à venir, une rupture sentimentale que l'on n'a pas devinée, une maison d'où l'on est chassé, la mort soudaine d'un être cher. Tout ce qui touche les bras et les mains serait en relation avec l'action, le métier et la peur d'agir. Le fait de se sentir prisonnier d'une situation nouvelle à cause d'un tiers. Le coude serait en rapport avec la crainte des conséquences d'un changement de direction choisi ou qui nous est imposé. Une forte douleur à l'épaule ou une capsulite serait due à une rancœur ou de la haine que l'on ne peut verbaliser, soit parce qu'on craint la personne, qu'on a peur que notre réaction soit disproportionnée, soit parce qu'elle est décédée, trop âgée ou éloignée. La fracture du poignet aurait un lien avec l'envie d'arrêter une activité qu'on nous impose ou que l'on s'impose. Les douleurs du canal carpien à l'un des poignets signifierait qu'on aimerait refuser d'exécuter les ordres qu'on nous donne parce qu'ils vont à l'encontre de nos besoins. On n'arrive pas à s'opposer au choix ou aux directives d'un tiers. A-t-on vraiment envie de faire ça? Le cancer peut affecter tant d'organes, de la peau aux poumons en passant par l'estomac, qu'il est difficile d'établir une correspondance émotionnelle générale, d'autant que les pollutions chimiques
pesticides, perturbateurs endocriniens, métaux lourds agissent considérablement sur l'affaiblissement de l'organisme. Émotionnellement, un cancer pourrait être révélateur d'un sentiment d'impuissance, de remords lié à une situation où on se sent fautif, mais aussi être dû à un traumatisme émotionnel ou au fait que l'on ait conscience que notre vie doit changer radicalement dans un domaine en particulier, mais que l'on refuse de s'écouter. Le docteur Bach, qui a vécu 16 ans après qu'on lui a découvert un cancer incurable, pour lequel on lui donnait 2 mois à vivre, a précisé qu'un cancer n'interviendrait lorsque notre quotidien n'est pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Notre inconscient nous imposerait de changer quelque chose d'essentiel dans notre vie, notre façon de penser, notre environnement, ou même de sortir de notre cartésianisme. La cataracte serait due à une situation qui a provoqué une grande tristesse qu'on refuse d'admettre et qu'on a camouflée sous une intense colère. La constipation serait liée au souhait de vouloir tout contrôler sur le plan professionnel et familial et de refuser de déléguer ou de se reposer, ou le fait de trop se retenir dans nos propos ou notre façon d'être. La cystite apparaîtrait lorsqu'on n'est pas respecté dans nos besoins ou que l'on se sent envahi par les attitudes ou les questions d'une personne avec qui l'on vit ou on travaille et qui empiète sur notre territoire personnel. Les maladies dégénératives de type Alzheimer, accentuées par l'accumulation de produits chimiques ou de métaux lourds stockés dans le cerveau, seraient favorisées par le poids d'un secret non divulgué, d'une culpabilité refoulée, dure à assumer, pour quelque chose que l'on a fait ou que quelqu'un d'autre a fait, mais dont on n'a rien dit, ou une situation problématique à laquelle on ne trouve pas de situation, pas de solution. Les problèmes de dents correspondraient à la peur de ne pas assumer un choix que l'on a fait, la crainte de ne pas être à la hauteur d'une mission que l'on s'est fixée ou de perdre confiance en soi. Une rage de dents. Une rage de dents serait liée à une colère provoquée par le sentiment de s'être fait berner. La diarrhée surviendrait lorsqu'on se sent dépendant d'une situation sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. Que l'on n'apprécie pas des événements ou des inquiétudes qui créent trop de stress. Les affections du dos révéleraient une envie de protection, de soutien ou le fait que l'on s'impose de porter une charge trop lourde, professionnelle, financière ou familiale, sans en recevoir la reconnaissance, l'envie d'aider les autres avant soi-même. La peur de déplaire, la culpabilité, un coup dur que l'on n'a pas vu venir dans le dos. La scoliose aurait un lien avec le fait d'être pris en otage entre 2 choix impossibles. Son père ou sa mère, au cours d'un divorce par exemple, ou le sentiment de ne pas exister face à une autorité trop puissante. L'endométriose.
traduirait notre crainte qu'un enfant vienne bouleverser notre vie. Il est possible que durant notre enfance, on nous ait dit et répété qu'un enfant générait beaucoup de soucis. A-t-on inconsciemment peur de perdre un enfant ou de l'élever seul, comme notre mère, tante ou grand-mère? L'épilepsie dirait notre exaspération ressentie devant l'impossibilité de gérer notre vie comme on l'entend, ou notre incapacité à éviter une situation malheureuse ou conflictuelle qui se reproduit, où nous avons le sentiment que notre survie est en jeu. La fièvre serait générée par des colères envers une personne ou envers soi-même à la suite de reproches ou d'une dispute. Une affection au genou viendrait du fait que l'on en a assez d'écouter les conseils de notre entourage et qu'on nous explique ce qui est bien pour nous. L'impossibilité de plier devant les arguments des autres parce qu'on refuse d'admettre qu'ils ont raison ou qu'on a trop accepté qu'on nous dicte notre attitude auparavant. Un problème de hanche, de nerfs sciatiques ou de jambes aurait un lien avec une incertitude ou des angoisses concernant le futur après l'apparition d'une situation d'une situation stressante nouvelle. Une réunion importante, un déménagement, la mort d'un proche, la retraite, une perte d'emploi, une rupture, mais aussi un changement radical d'orientation ou la prise de risques financiers ou sentimentaux. Plus généralement, une peur profonde d'avancer et d'envisager l'avenir. Une hernie discale serait due au sentiment de porter à bout de bras l'ensemble de notre famille ou de notre entreprise et à l'impression de ne pas en recevoir la gratification ou les bénéfices. Le fait de se sentir écrasé par les dettes, des charges ou un travail qui ne nous donne plus satisfaction. L'herpès pourrait être induit par une frustration. On se sent incompris. Tous les problèmes de peau, eczéma, érythème, démangeaison seraient liés à la souffrance d'une solitude subie, à l'impression d'être victime d'une séparation, absence d'un tiers lors de la petite enfance, divorce, perte d'un être cher, arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, au rejet d'une situation qui nous exaspère, qu'on l'ait ou non provoquée, à la contrariété de ne pas arriver à aider quelqu'un. Le psoriasis correspondrait à une double blessure d'abandon. Par exemple, un divorce suivi de la mort d'un proche ou la perte de la mobilité suivie par un licenciement. Les migraines auraient un rapport avec l'impression de revivre une menace ou de ne plus se sentir en sécurité. Les maux de tête seraient la manifestation d'un sentiment d'insécurité, la difficulté d'exprimer un traumatisme, une peur, une inquiétude ou des tensions constantes lorsqu'on vit sous emprise ou dans une forme de soumission. Cela pourrait également survenir lorsqu'on ne se sent pas à notre place. L'obésité
pourrait constituer une forme de carapace pour faire face à des attaques à répétition, l'humiliation, l'envie de nous protéger des autres ou du désir des autres, la honte de nous sentir faibles ou l'impossibilité de trouver notre place au sein de la famille quand on était enfant, la certitude de ne rien valoir, une impuissance à faire évoluer une situation ou la peur de la solitude. Le diabète serait dû à une tristesse liée à d'incessantes dévalorisations, y compris de soi-même, et une absence de reconnaissance de ceux que l'on aime, parfois parce qu'ils sont décédés. La boulimie serait un moyen de se punir, voire de se détruire, en raison d'un échec ou d'un sentiment de solitude qui nous pèse. Un ongle incarné désignerait une culpabilité ou une peur d'avoir pris une mauvaise décision concernant notre avenir. L'otite concernerait l'envie de ne plus entendre des discussions qui nous rendent tristes ou nous mettent en colère, comme des disputes, des critiques ou des reproches. La phlébite serait la manifestation d'un cumul de contrariété et de désillusion ou le fait de se refuser le bonheur plutôt que de prendre le risque d'être encore déçu. Les affections graves des poumons, bronchite, pneumonie, traduiraient une forme de découragement, une grande tristesse liée à de la culpabilité, peur de gêner, à la crainte de ne pouvoir dépasser un obstacle, une difficulté à envisager la vie sereinement après un événement remettant en cause notre place dans la famille ou la société, un enfant qui sent qu'il dérange. Les affections qui touchent la prostate seraient liées aux pensées négatives ou à notre culpabilité que l'on entretient à l'égard des femmes ou d'une femme en particulier, ou de la mise à mal de notre propre autorité ou de notre valeur en tant qu'homme. Le rhume serait en lien avec une situation familiale, sentimentale ou professionnelle que l'on ne comprend pas et qui nous maintient dans une sorte de confusion. Les problèmes de thyroïde seraient liés à la difficulté de s'exprimer avec notre entourage, au sentiment de n'être pas écouté ou à la peur de s'autoriser à être soi-même face à quelqu'un d'autre. L'extinction de voix serait la manifestation d'une colère, d'une peur ou d'une tristesse non exprimée. Désormais, si un rhume, une extinction de voix ou une inflammation au coude vous fait souffrir, ne dites plus « j'ai attrapé froid »,« j'ai trop parlé »,« j'ai porté quelque chose de lourd ». Ayez le bon réflexe de vous poser les questions suivantes. La veille ou il y a quelques jours, qui ai-je vu? Qu'ai-je vécu? Quel événement m'a contrarié? Quelle blessure émotionnelle est en jeu? Si le lien de cause à effet n'est pas évident, aidez-vous de la symbolique de la maladie et ouvrez les yeux sur ce que votre corps a du mal à dire. Parfois, les ruptures énergétiques s'expriment sous la forme des maladies, mais elles se révèlent aussi en épreuves de la vie. Il arrive aussi qu'épreuves et maladies
surviennent simultanément. L'évolution de nos symptômes traduit particulièrement bien notre état émotionnel. Par exemple, Lucas, un jeune voisin dont les parents sont divorcés, vit principalement chez sa mère. Lorsque l'enfant rend visite à son père, il est malmené par ce dernier car c'est le seul moyen que cet homme a trouvé pour faire de la peine à son ex-épouse. L'enfant rentre chez sa mère avec une gastro-entérite récurrente. Manifestation évidente d'un sentiment de culpabilité et d'une colère envers soi-même de ne pas arriver à réagir face à son père. En grandissant, Lucas s'impose peu à peu face à l'autorité de son père. Ce dernier s'avère certes moins dur, mais passe son temps à l'humilier sur le ton de la plaisanterie. Désormais, quand Lucas part de chez son père, il contracte un rhume. Signe d'une grande confusion. En effet, le jeune homme n'arrive pas à comprendre l'attitude de son père. Un autre exemple démontre parfaitement la correspondance entre nos émotions et nos maladies. Michel, 65 ans, donne des cours de peinture et vit avec sa femme à Paris, tandis que leur fille habite dans le sud de la France. Pendant l'hiver, son épouse a une sévère bronchite, et ce pour la première fois de sa vie. La longue séparation d'avec leur fille a impacté son mental. Leur fille insiste alors pour qu'il s'installe près d'elle. Loin de la pollution, comme il est coutume de raisonner, mais il est inconcevable pour Michel de renoncer à ses élèves. Et le voilà qui souffre de douleurs au genou. La symbolique de ce symptôme indique que Michel n'a probablement pas envie de se plier aux arguments de ses filles. Il consulte son médecin qui programme une intervention chirurgicale à l'automne. Après plusieurs voyages dans le sud, Michel se laisse convaincre. Maintenant, seule sa hanche le fait souffrir. Or, une douleur dans cette zone indiquerait la peur de s'engager dans une situation inédite. Son médecin le reçoit en octobre pour l'opération du genou comme convenu, mais les nouvelles radios montrent que le problème s'est bien déplacé. Envisagez avec bienveillance chacune de nos pathologies comme une alarme de notre santé émotionnelle peut nous éviter bien des désagréments. Tant que l'on n'a pas entamé un travail personnel sur nos émotions et notre relation aux autres, notre corps exprime notre mal-être à travers des maladies qui évoluent. Ouvrir les yeux sur la relation qui existe entre émotions et symptômes est le premier pas vers la guérison. C'est fabuleux, hein? La clé de votre énergie. C'est vraiment fabuleux. Nous poursuivons avec le chapitre 6. Vous et votre pouvoir de tout changer. Vous et votre pouvoir de tout changer. Et si vous partiez à la découverte de votre force intérieure, il est temps de vous reconnecter à ce que vous avez oublié. Cette énergie invisible capable de stimuler l'immunité de vos cellules. Vous allez vous réapproprier ce que vous aviez jusque-là confié au corps médical. La puissance infinie qui existe en vous. La solution est en vous. Jusqu'à présent,
Votre réflexe était de vous débarrasser de vos soucis de santé en les confiant à un spécialiste. Lorsque j'ai contracté ma double hernie discale, je n'ai pas dérogé à la règle. Je me suis tournée vers un médecin qui a diagnostiqué, grâce à une IRM, les problèmes de ma colonne vertébrale. Il m'a prescrit un myorelaxant et un puissant anti-inflammatoire. Couplé à d'autres médicaments pour compenser les effets indésirables des deux premiers, le mal au dos s'est un peu atténué. J'arrivais à me reposer la nuit, mais en journée, le calvaire se poursuivait et je n'étais capable ni de conduire, ni de travailler, tant la position assise restait une torture. Si j'avais cessé de souffrir à ce moment-là, je n'aurais certainement pas cherché à creuser davantage le problème et j'aurais peut-être contracté une autre hernie l'année suivante. Or, je disposais désormais de toutes les clés pour aller mieux. À moi de réagir. J'étais pleinement consciente que ma maladie était la manifestation d'une émotion ancienne qui empêchait l'énergie de mon corps de circuler. Aussi ai-je fait appel à un médecin acupuncteur pour débloquer mes nœuds énergétiques. Ce dernier a posé ses aiguilles aux endroits en question et la douleur a baissé d'un cran. 15 jours plus tard, j'ai ensuite sollicité un magnétiseur. Le consulter m'a vraiment soulagée. La douleur était devenue supportable. J'ai alors cessé de prendre mes médicaments, comme me l'avait recommandé le médecin. Puisque des sensations désagréables persistaient, heureusement pour moi, d'une certaine manière, j'ai pris le parti de travailler sur l'origine émotionnelle de ce mal de dos. Bel et bien déterminé à y mettre un terme définitif, j'ai consulté un thérapeute pour m'aider à mettre en évidence les raisons de ce plein le dos. J'ai ensuite poursuivi ce travail par des séances de EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique où on se tape les poings comme ça, en parlant en fait. Vous voyez, on commence par la tête en tapant, voilà. Une pratique psychocorporelle qui déprogramme certaines émotions en stimulant les méridiens énergétiques décrits en médecine chinoise, tout en prononçant des phrases libératoires en lien avec nos blessures. Au terme de ma 4e séance de travail, la douleur a cessé. Au bout du compte, je suis venue à bout de cette double hernie en 2 mois, sans être opérée. Me lever le matin et sentir mon dos réagir sans blocage ni douleur m'a procuré une immense joie. Mais cela n'était rien comparé au ravissement d'avoir réellement écouté mon corps s'exprimer pour la première fois. Que pouvais-je retenir de cette expérience? La solution se reposait sur la gestion de l'énergie présente dans mon corps, dans mon organisme et des mots prononcés lors des séances d'EFT. Mon esprit cartésien avait besoin de comprendre ce que c'était. Concrètement, cette énergie et pourquoi des phrases en lien avec ma blessure avaient été si efficaces pour effacer les dernières douleurs. C'est lors d'une interview avec Philippe Bobola que tout a pris sens. Ce docteur en physique, biologiste, chercheur sur le cancer,
anthropologues et psychanalystes expliquent que notre corps est constitué de milliards de molécules. Or, une molécule est composée de plusieurs atomes et un atome est formé de 0,0001% de matière, le noyau et les électrons, et de 99,9999% de vide. Mais d'après la physique quantique, ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'information. C'est une révélation. Notre corps est donc constitué de quasiment 100 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Si l'on s'en tient aux 2 décimales, mais si l'on prend les chiffres après la virgule, c'est en réalité 1 million de fois plus. Par conséquent, se restreindre à ne soigner que la partie tangible et visible de notre organisme, les 0,0001% de matière, et oublier de prendre en compte l'énergie et l'information émotionnelle qui nous constituent à 99,99% est mathématiquement une erreur. Une fois la maladie déclarée, faites appel au corps médical pour éviter qu'elle n'empire. Puis, pour agir sur le long terme, accompagnez la posologie prescrite de thérapies ou de protocoles qui utilisent des rituels parlés, riches d'informations et qui font appel à votre force de conviction, prononcée avec énergie. Car, rappelez-vous, cette information et cette énergie constituent 99% de notre corps. Ils sont donc très efficaces. Le lien corps et énergie. Ce rapport de notre corps à l'énergie va m'être confirmé de manière très claire par le médecin et acupuncteur Robert Corvisier au sujet d'une situation que nous avons tous rencontrée un jour. Lorsque nous sommes face à un stress important, il arrive que l'on ait la diarrhée. Pourquoi est-ce quasiment automatique? Ce spécialiste de la médecine chinoise explique que le stress crée une importante chaleur dans le corps. Face à cette soudaine montée d'énergie, l'organisme fait ce qu'il peut pour rétablir l'équilibre en matière de température. Il évacue ainsi ce trop-plein de chaleur par le tube digestif. Survient alors la diarrhée. Ce désagrément que nous souhaitons tout naturellement stopper est toutefois, dans le cas d'un stress, la seule manière de nous libérer d'un surplus d'énergie, c'est une délivrance spontanée. Si nous essayons d'approfondir le motif de ce stress, il peut être à l'origine d'une émotion en lien avec la tristesse qui touche le poumon, la colère qui impacte le foie, des contraintes ou des préoccupations qui perturbent l'estomac ou la rate, ou des peurs qui sensibilisent les reins. Par conséquent, si l'origine de la douleur diffère selon l'histoire de la personne, est-il normal de stopper une diarrhée avec un seul et même médicament pour tous? Certes, indispensable d'un point de vue clinique pour éviter les risques de déshydratation, pour les enfants notamment. Le médicament sera-t-il pour autant en mesure de régler ce problème de stress et d'empêcher d'avoir, plus tard,
une autre diarrhée. Et si nous stoppons ce processus de régulation, comment évacuer le trop-plein d'énergie? Faisons ensemble un retour sur une expérience personnelle pour le comprendre. Il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai été embauchée par une société de production pour adapter des concepts de jeux télévisés étrangers, la responsable des divertissements était un dragon. Si les audiences étaient bonnes, nous le devions à son génie. Mais dans le cas contraire, c'était de ma faute. Aussi, je me vidais les tripes 5 à 6 fois par semaine. À l'époque, j'avais sollicité un médecin pour régler ce problème devenu ennuyeux. Les crises survenaient en pleine discussion et j'hésitais me faire tatouer sur le corps le plan de toutes les toilettes de TF1. Or, ce désagrément persistait malgré les antidiarrhéiques. Puis, tout s'est arrêté comme par hasard le jour où j'ai quitté ce poste. Stress et diarrhée étaient bien liés. Aujourd'hui, j'agirai différemment et suivrai les étapes que nous avons passées en revue. Attentive à la réaction de mon corps, j'essayerai d'abord de trouver une corrélation entre cette diarrhée et son origine. Je définirai la blessure en jeu, puis je relativiserai en essayant de transformer l'épreuve en expérience. Lorsque je travaillais dans cette entreprise, l'idéal aurait été de comprendre que ma supérieure avait la même blessure que moi et que nous nous aidions inconsciemment. Et bien malgré nous, à dépasser les défis majeurs de notre âme. J'aurais ainsi vécu ces critiques de manière détachée et je ne lui aurais pas fait vivre par ma démission une épreuve en retour. En comprenant les processus à l'œuvre, mon corps aurait cessé de subir ce stress et cela m'aurait évité de faire grimper les actions des fabricants de papier toilette. Quand un mal vous assaille, changez de focale. Oubliez la matière. Nous sommes constitués, pour l'essentiel, de quelque chose d'impalpable et d'invisible, de l'énergie et de l'information. Notre organisme porte une puissance que l'on est loin de soupçonner. Concevoir la vie sous cet angle, c'est permettre à notre corps de s'auto-guérir. Nous y allons au chapitre 7, l'auto-guérison. En poursuivant mon enquête, j'ai constaté que l'on guérissait parfois, comme par magie, après avoir pris rendez-vous avec un thérapeute, pour la simple et bonne raison qu'on est convaincu qu'il va nous soigner. Combien d'entre nous sont arrivés chez le dentiste ou un médecin en disant « j'avais mal là, mais plus maintenant ». D'autres vont mieux dès la sortie du cabinet médical, avant même d'acheter les médicaments. J'avais tellement peur que ce soit grave. Le médecin m'a rassuré. C'est étonnant, je ne sens plus la douleur. En effet, quoi de plus réconfortant qu'un docteur qui nous trouve en forme? On s'autorise alors à aller mieux. C'est là une preuve de la force extraordinaire de notre mental et du pouvoir de l'auto-guérison. Une question me taraude désormais. Ce mental qui passe son temps à nous camoufler, la vérité serait-il devenu notre allié? Pourquoi certains guérissent et d'autres pas? Et si tout cela tenait à notre état d'esprit? Le pouvoir du mental. C'est en me souvenant de 3
expérience qu'une hypothèse a vu le jour. À l'âge de 17 ans, une verrue poussait à l'intérieur de ma main. Enfant, j'en avais déjà eu une énorme sur le pied et je me souvenais encore de la douleur post-opératoire que j'avais éprouvée. Du coup, je refusais une nouvelle intervention chirurgicale. Mais elle grossissait semaine après semaine au point de devenir vraiment disgracieuse au bout d'un an. Étrangement, chaque fois que mon regard se portait sur la protubérance, le mot culpabilité me venait en tête. Je me suis alors demandé quand elle était apparue et je me suis rendu compte qu'il s'agissait du moment où j'avais rompu avec mon petit ami de manière peu élégante. Quelque temps plus tard, j'ai fixé cette vilaine boule et en laissant mon intuition me guider, j'ai dit « Écoute, verrue, je sais que tu es là parce que je n'ai pas mis les formes en le quittant. Oui, je me sens coupable d'avoir rompu brutalement, mais je manquais d'expérience et maintenant j'ai compris. Je vais fermer la main et ne plus t'examiner pendant 3 jours. Quand je te regarderai à nouveau, tu auras disparu. » Je me suis donc obligée à ne pas observer la paume de ma main pendant 3 jours. J'aurais pu dire 2 ou 4 jours, ça n'a pas d'importance. Je suis même parvenue à l'oublier. Quelle ne fut pas ma surprise au terme des 72 heures, lorsque j'ai découvert qu'il n'y avait plus rien au creux de ma main. Cela paraît invraisemblable. Et je concède qu'il faut le vivre pour le croire. Mais je n'ai jamais oublié ma stupeur en découvrant ma peau redevenue lisse. 2 ans plus tard, j'ai rencontré un homme qui réunissait tous les critères que je m'étais fixés inconsciemment pour le trouver charmant. L'ennui, c'est que nous n'étions jamais d'accord. Je l'ignorais, mais ce fut une chance. En effet, à chacune de nos disputes, j'attrapais une cystite. La récurrence des faits, engueulades sévères, suivies de cette inflammation, m'a sauté aux yeux. J'ai alors fait un constat clair. Puisqu'il suffisait que l'on se fâche pour que j'attrape cette infection, ça n'avait rien à voir avec les microbes. Tout était psychosomatique. Ces cystites étaient des réactions à nos brouilles. Je pouvais choisir de vivre nos différends autrement. Je me suis donc fait une promesse à haute voix. À partir de ce jour, je n'aurai plus jamais de cystite. C'est une pathologie répandue dans ma famille et je suis désormais la seule à ne plus jamais en subir les désagréments. L'expérience de la préménopause a également fait évoluer mon point de vue. Mes amis se plaignaient souvent des bouffées de chaleur, d'irritabilité, de prise de poids. Je présentais de mon côté les mêmes symptômes. En lisant les différents livres dédiés à la symbolique des maladies, je découvre qu'il s'agirait de croyances que l'on accepte comme étant évidentes. Il suffisait de décider que cela ne m'impacterait pas, mais mon mental et sa cohorte de doute me disaient que c'était peine perdue puisque ces désagréments se manifestaient déjà depuis plusieurs mois. Puis je me suis souvenu de l'expérience de la cystite et de la verrue. J'ai donc dit à mon corps à haute et intelligible voix, avec force et conviction, tu es assez fort pour te redresser après des événements difficiles. Tu es donc assez fort pour ne pas m'embarrasser avec les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la prise de poids.
les symptômes ont disparu à jamais en quelques jours. Magnifique, n'est-ce pas? S'adresser au corps. Vous l'avez remarqué, il est question de s'adresser à voix haute à soi-même. Parler à votre corps vous paraît difficile. Rassurez-vous, car vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Ne vous êtes-vous jamais dit des phrases comme « J'en ai marre de ce dos qui me fait souffrir » ou « Je ne sais plus quoi faire de ces jambes qui refusent d'avancer » ou encore « J'en ai assez de ce gros ventre. Mes cheveux m'énervent. J'ai une sale gueule. J'aime pas la peau de mon visage. Maudit coude qui me fait souffrir. » Inconsciemment, vous parlez à votre corps. Dans ce cas-là, il nous vient rarement à l'idée de dire « Merci mon dos, j'ai compris où est le problème. J'ai ainsi fait réaliser à une personne en surpoids qu'elle ne cessait de critiquer ses proches en disant « Il me gonfle ». De même, j'ai fait remarquer à un homme qui évoquait ses diarrhées et ses colites qu'il finissait toujours sa phrase en ajoutant « Et ça me fait chier. Il me donne des boutons et j'en ai plein le dos. J'ai les boules, il me casse les pieds. » Sont autant de phrases qui transmettent des messages à notre organisme. Faisons attention à la manière dont nous nous exprimons en présence de notre corps et choisissons désormais de travailler main dans la main avec lui. Pourquoi la manière dont on s'adresse à notre organisme a-t-elle un impact sur notre guérison? Quel processus est à l'œuvre? C'est auprès de scientifiques que je vais trouver une explication. Giacomo Rizzolatti, médecin biologiste, professeur de physiologie et directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine à l'université de Parme, a démontré dans les années 90 la présence dans notre cerveau de neurones miroirs. Ces neurones permettent aux nourrissons de reproduire une gestuelle jamais apprise par mimétisme. Le second intérêt de ces neurones miroirs, celui qui nous intéresse ici, est que ces cellules crises font croire à notre cerveau qu'une situation imaginée comme étant réelle est bien réelle. Par exemple, si je bois un verre d'eau, certaines zones de mon cerveau s'activent. Si je fais semblant de boire un verre d'eau en étant persuadé que j'avale un liquide, la même zone du cerveau entre en fonction. Il en est de même chez un tiers qui me regarde en pensant que je bois. Confirmé par d'autres chercheurs en 2010, son étude montre donc que ces neurones miroirs agissent sur la perception de la réalité. Ainsi, notre cerveau ne fait-il pas la différence entre une action vécue et une action simplement imaginée comme étant réelle? Pour vous en convaincre, faites une expérience. Imaginez une petite boule d'aluminium que vous roulez entre vos doigts. Placez-la ensuite dans votre bouche, entre vos mollets, puis serrez très fort les dents. Vous voyez, vous ressentez aussitôt des frissons ou une gêne, comme si la boule était réellement coincée entre vos dents. Vous n'avez pourtant fait que l'imaginer. Plus probant encore, peut-être avez-vous perçu cette sensation désagréable à la simple lecture de ces lignes. C'est là tout le pouvoir de vos neurones miroirs. Le fait d'imaginer une situation comme étant réelle la rend authentique pour votre cerveau. Le pouvoir de l'intention prend alors toute
sa valeur. Souvenez-vous que votre corps est composé de 0,00001% de matière et de 99,9999% d'énergie et d'information. Le pouvoir d'intention, c'est faire en sorte que chaque parcelle d'énergie qui se trouve dans vos atomes ait une information claire. Voici la manière dont je vais guérir. Protocole 3. S'auto-guérir. Vous êtes malade. Voilà une belle opportunité de comprendre quelque chose d'essentiel. Votre corps vous transmet un message à travers un symptôme. À vous de déceler ce que signifie ce mal-être. Deuxième point, cherchez l'événement émotionnel qui a provoqué cette maladie. Si vous n'y parvenez pas, posez-vous les questions du protocole 2. Si vous ne trouvez pas de réponse ou que vous cherchez des pistes supplémentaires, consultez la symbolique des maladies du chapitre 5. Parlez à votre corps. Délivrez-lui une information. Exprimez haut et fort, avec énergie, votre volonté de guérir et le moyen d'y arriver. Remerciez-le pour le message qu'il vient de vous délivrer, par exemple en disant « Merci mon corps, j'ai compris que tel problème émotionnel est à l'origine de cette maladie. Tu peux enlever les symptômes, car je vais œuvrer pour nettoyer cette ancienne émotion. » Vous vous adressez de cette manière aux 99% qui vous constituent. Quatrième point pour le protocole 3. Enfin, prenez en compte le message délivré par la maladie et tenez votre promesse. Faites les protocoles 5, 6, 7 et 8 qui suivent. Vous avez vécu une épreuve sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle et vous allez vous libérer. Si besoin, n'hésitez pas à solliciter un thérapeute pour vous accompagner dans cette libération. Qu'est-ce qui sonne? Dans cette libération. Donc là, nous avons le protocole 3. Je ne sais pas si en faisant une capture d'écran, vous pouvez la voir, mais vous pouvez m'écouter et noter le protocole 3. Nous sommes arrivés au terme du protocole 3 qui est s'auto-guérir. Que chacun avance à son rythme et essaye de voir à quel niveau la personne peut s'auto-guérir. Avançons sur ce chemin. Ensemble, bâtissons.